Bonsoir et bienvenue à cette troisième veillée Nadia, troisième sur 4, puisqu'on verra la fin de la série la semaine prochaine, samedi à 22h. Aujourd'hui, je suis avec Manu et Ilan. Ilan, vous l'avez déjà vu dans l'Extra Live consacré à Monsieur Takahata, qui a duré 3 heures, c'est ça, près de 3 heures. Tu connais très très bien le studio Ghibli, l'animation japonaise. Comment est-ce que tu as découvert, toi, Nadia ? J'ai découvert de manière un petit peu contingente, disons. C'est-à-dire, lorsque la série est passée sur la 5, je ne l'ai pas vue, et je l'ai découvert après coup. Donc a posteriori, donc de manière même... je me demande si c'était pas d'ailleurs plutôt en japonais qu'en français. Ouais. Et donc oui, voilà, c'est un effet boomerang assez tardif. Donc comme souvent, le moment où on découvre une série peut être décisif, effectivement, et ça peut changer beaucoup de choses dans la manière dont on va la percevoir. Et donc, pour moi, Nadia, c'est effectivement une sorte de... presque une pièce rapportée, effectivement, par rapport à tous les enjeux, bien sûr, de la jeunesse de la série, de la préhistoire de la série, etc. Donc, des questions d'époque, des questions de clivage et de distance, dont on parlera, j'espère. Bon, sur la découverte de la série, je crois que je te comprends bien, puisque moi-même, j'avais pas voulu la regarder sur la 5 avec son générique nul, qui donnait pas du tout idée de ce qu'allait être la série. On en avait parlé dans les apéros Nadia. Déjà aborder le sujet, ouais. Alors, on va commencer tout de suite avec l'épisode 21, et puis on se retrouve juste après pour en parler, parce qu'il se passe plein de choses. Allez, c'est parti. Ah là là, il s'en passe des choses dans cet épisode. On a le Nautilus disloqué, les oppositions internes, on a Nadia qui manque de se faire capturer. Ces épisodes-là, c'est un petit peu des tournants dans la série. Là, c'est le pic dramatique de la série, avec donc, tout ce qui se passe au bord du Nautilus. Là, quand même, une crise pour nos héros qui est assez compliquée, assez délicate. Et puis un gargoyle qui a fait l'école des méchants, des bons méchants. Bien charismatique, comme on les aime. Charismatique. Mais classique, mais sobre, tout à fait. Et alors, je crois que cet épisode, il y a une particularité sur son storyboard. Oui, le storyboard a été en fait écrit et dessiné par Higuchi Shinji, qui est un des compagnons de longue date de Anno, qui a fait plein de choses dans sa vie, a beaucoup travaillé chez Gainax. Après, plus tard, sera aussi un des fondateurs du studio Gonzo, comme Maeda Mahiro, qui a aussi participé à Nadia, dont on avait déjà pu en parler un peu. Après, il s'est spécialisé plus dans le tokusatsu, c'est-à-dire dans la prise de vue réelle avec des effets spéciaux, des gros monstres et ce genre de choses. Et récemment, il fait parler de lui parce que l'année prochaine, ça va être le réalisateur des 2 films live de l'Attaque des Titans. D'accord. Et il était venu en France Il est venu en 99, oui, tout à fait, au Festival Nouvelles Images du Japon, avec un des films de Gamera. Gamera, c'est l'espèce de tortue, enfin, c'est l'un des rivaux, disons, de Godzilla dans cet âge d'or du cinéma de monstres de l'après-guerre, des monstres en caoutchouc qui détruisent l'archipel. D'accord. Et alors, il paraît donc que ce monsieur Higuchi Shinji, un des 4 membres fondateurs de Gainax, il paraît que c'est de lui qu'on a... C'est à cause de lui, grâce à lui, pour lui, qu'on a nommé le héros d'Evangelion Shinji. Shinji, à cause de son prénom. Donc après, faut... C'est vrai ou c'est pas vrai? On sait pas. Ça, moi, personnellement, je n'ai pas vérifié l'anecdote, donc... Je peux pas vous aider non plus. Donc à vérifier si quelqu'un le sait. Mais c'est quelqu'un qui est très, très actif, effectivement. Higuchi, il travaille donc dans la prise de vue réelle. Il peut travailler comme storyboarder, effectivement, pour de la prise de vue réelle. Il peut travailler également comme réalisateur pour de la prise de vue réelle. Il est régulièrement dans les comités qui sont, par exemple, pour le Media Art Festival, donc soit du côté des primés, soit du côté, effectivement, donc, des jurés. Je me souviens, moi, à Tokyo, d'un étonnant débat avec Tomino. Tomino, créateur de Gundam. Voilà, Higuchi, et puis Hosoda qui venait d'avoir le prix pour je sais plus quel film c'était d'ailleurs. Et où Tomino, Higuchi a eu aussi un prix au Media Festival. Et Tomino était le président du jury qui avait donné le prix, et
s'est permis de laminer à peu près en direct. Dire voilà, ça c'est très très bien, ce qu'a fait Hosoda, c'est beaucoup mieux que ce qu'a fait Higuchi. Donc après, bon, il est Monsieur parti. Tomino est un peu particulier. Oui, il mâche pas ses mots, puis ensuite il est parti en cours de route parce qu'il en avait aussi quand même à reprocher sur Hosoda. Puis après, les deux autres ont continué entre eux. C'est bon, on va continuer sur Monsieur Tomino, et puis on va vous dire tout ce qu'on a gardé pour nous pendant qu'il était là. Donc voilà, c'est assez. Ouais, il y a des entre animateurs. non, mais il y a des générations comme ça, des choses. C'est vrai que Tomino a fait partie des gens qui ont été traumatisés par Miyazaki à la génération correspondante, puisqu'il est peut-être 1 an ou 2 de moins que Miyazaki. Donc il expliquait très nettement, c'est vous qui devez dépasser Miyazaki. Alors ça veut dire que lui, finalement, il laisse ça aux autres, quoi. Higuchi a une 50aine d'années maintenant, c'est ça? Je pense, oui, au moins. Si ce n'est, oui. D'accord. Eh ben dis donc. En tout cas, là, alors on va reprendre maintenant avec la suite de l'interview de Monsieur Okada. On avait commencé à voir dans les 2 premières veillées Nadia. Et là, il va nous parler d'un arc tristement célèbre de la série, arc qu'on va voir plus tard là ce soir, s'appelle les épisodes de l'île. Donc, qui ont été réalisés justement par Higuchi Shinji, le fameux Higuchi Shinji. Oui. Et, il était second batteur, quoi. On lui a donné. Et alors maintenant, on va voir la suite de l'interview de Monsieur Okada qu'on avait commencé à voir lors des 2 précédentes veillées. Et cette fois-ci, il va nous parler des différences de qualité tout au long de la série, notamment avec l'arc de l'île qu'on va découvrir un peu plus tard dans la soirée. On découvre ça tout de suite. いやもう自分のとこではできないですからですねそれは制作母体のスタジオをどこにするのかという問題だったんですよ。だから実はその31話まででもううちではできないから丸々ジブリにやってもらったりですねいろんなものはあったんですよ。でも30話超えたあたりからもうこれ最後まで完成しないスケジュールに間に合わないというのが分かったのでよそのスタジオにも丸投げして僕らはですね作画のチェックとあと演出とかに集中するようにしましたね。もうコンテやって作画のチェックやったらほとんどアニメーションというのは自分で作ってるのも同然だというのが分かってきたんですよね。だからトップを狙いの時はあらかじめ分かってたから他のスタジオに任せる部分があったんですけどもナディアの方はさっき言った状況でよそのスタジオがどこも引き受けてくれなかったので30話まではなんとかやったんですけど31話以降ようやっと他のスタジオに主導権を移すことに成功したって言い換えてもいいかな。クオリティはしょっちゅう下がりますね。だから貞本の手が入らないとクオリティは下がるんです。だからどっかのスタジオに流したからクオリティが下がるんではなくて何でしょうねクオリティが高い回ありますよね。そうするとクオリティが高い回をだいたい2週間続けると貞本の手がもう尽きるんですね。でもう僕らはもう何でもいいから上げてくれっていうふうになったら貞本がいいですよもう勝手に持ってってくださいっていうふうになる。そうするとクオリティが下がると。でそれがまた 1,2 週間続くと貞本君が急にちょっと待ってくれとそれはそのままやるわけにいかないって言ってまた手元に溜め出すとクオリティがまた上がると。クオリティが上がって貞本が働き出すとこうお話はよくないですけどスケジュールがどんどん遅れてくると。で僕らが限界だって持っていくとまたクオリティが下がるというそれの繰り返しだったんですよ。で初期のうちはそのクオリティの上がり下がりが100点満点でいうと70点から80点の間で上がり下がりしてたのが後半になると60点から50点の間で上がり下がりするようになっていて一番最後の30話以降になってくると90点と20点の間でこう上がり下がりするようになったんですね。だからそんなことがあるのでファンの人から見たら急になんでこんなに絵のクオリティが下がってるんだっていうふうに見えると思うんですけどもそれはその限られた人材でアニメ作ってると貞本だけじゃないんですけどもいろんな人間がその1日24時間本当に週に7日間ずっとあの頃は土日なしで働いてたので働かなくなったらその話数のクオリティそのシーンのクオリティは下がると。でも僕らはそれを毎週オンエアすることを優先してやってたので何ですかね多少のクオリティの上がったり落ちたりは仕方ないなというふうに思ってました。僕らが引き受ける前から決まってました。ガイナックスがアニメ作るとかグループタッグがアニメ作る前からこのアニメっていうのは韓国に対する技術支援という形で韓国でアニメーションを作る支援をするんだというふうに国会で決まったことなので僕らは介入できないんですね。なので正直苦労しました。日本のスタジオで自分たちが雇ってるスタッフだったらじゃあもうこれ発注しないぞとかいろんな
交渉ができるんですけども、韓国のスタジオはその僕らから仕事をもらっているのではなくて、国家同士の政策で受けたいわゆる工業事業として半ば彼らはやってるわけですね。だからいいアニメを作ろう、クオリティを、スケジュールをなんとか伸ばしてでもやろうということではなくて、彼らが考えるのはもう完全にスケジュールの中で自分たちの手持ちの人材を教育するためにやるんですね。全く間違いではないんです。もともと技術協力とか技術を教えるための仕事ですから。でも僕らにしてみれば自分らの作品ですから、そこはちょっと頑張ってよというふうに韓国のスタッフに思うんですけども、そういう思いというのは通じないですね。で7話か8話過ぎた時に思い切ってうちのスタッフが2人韓国に行って向こうで2週間いて話し合って、ようやっと話が通じるようになりましたね。だからそれまではずっとすれ違いが続いてました。Alors on entendait souvent dire jusqu'ici que la partie sur l'île de Nadia, qu'on verra plus tard dans la soirée, était beaucoup moins bien parce qu'elle était faite en Corée. Mais on voit que la réalité est beaucoup plus complexe avec bon, voilà, des créateurs un peu dépassés par le travail, mais ça c'est courant dans le monde de l'animation, on peut dire ça? Ça arrive, oui, effectivement. C'est les rythmes de travail qui sont ceux de la production japonaise, production hebdomadaire donc d'un épisode pour diffusion, c'est des choses qu'on imagine mal, je pense. C'est des choses vraiment qu'ils sont dans un type de des contraintes de temps horribles. Oui, oui. Enfin, c'est vraiment, je pense, que ça dépasse l'imagination ici, parce que ici on a l'habitude de prendre beaucoup d'avance. On n'est pas en flux tendu, on n'a pas le coup près de la diffusion, l'épisode qui passe ou qui passe pas, parce qu'on n'arrive pas à livrer les bandes à temps à quelques heures de la diffusion. On n'est pas vraiment sur cette ligne du rasoir, alors que eux sont en permanence, et que donc on est toujours dans une gestion effectivement de ce qu'on sacrifie, ce qu'on sacrifie pas. Et donc cette idée de fluctuation de la qualité purement technique d'un épisode à l'autre, c'est une donnée de base de la production télévisée de dessins animés au Japon. Et technique mais humaine aussi, avec Monsieur Sadamoto qui apparemment portait beaucoup de choses sur la qualité de la série. Et apparemment, quand c'est lui qui craque, bah, du coup ça se voit immédiatement, quoi. C'est surprenant d'entendre ce genre d'interview, même si on connaît comment ça se passe un peu au Japon. Oui, c'est pas si étonnant que ça, bon, mais c'est rare de voir on peut peut-être préciser ça. Pour les gens qui ne savent pas, mais les créateurs d'animation au Japon sont être par exemple animateur, c'est un travail qui est extrêmement demandant, extrêmement difficile vis-à-vis des délais, et qui est rémunéré de façon vraiment très très basse en fait. Très mal payé, ce qui aussi explique une certaine partie de la crise de l'animation qui est au Japon, c'est que les jeunes ne veulent plus se tuer au travail pour 3 fois rien, pour un travail qui est très très exigeant, très technique, mais qui n'est pas reconnu. Qui est pas reconnu. Après, vraiment, je vous le disais, c'est une donnée de base. On peut retrouver exactement les mêmes fluctuations dans des séries, dès la première série de Gundam, ou même Yamato, etc. Il y a vraiment, alors les fans de Gundam, eux sont typiquement, voilà, c'était le principe de la rotation, c'est-à-dire de confier un épisode à un studio, l'épisode suivant à un tel autre, et d'avoir 3 ou 4 studios qui tournent, et d'avoir donc une rotation, fait que, par exemple, Yasuhiko, le créateur des personnages de Gundam et le directeur d'animation, il dirigeait un épisode sur 4, par exemple. Les fans, ils voyaient bien la différence. L'épisode de Yasuhiko, c'était la crème, et le reste, après, évidemment, c'est... Mais ça, il n'y a pas de... Le seul moyen de lutter contre ça, c'est effectivement de centraliser, comme ça a été fait sur Heidi, par exemple, de répartir dans différents studios, et puis d'avoir un cœur d'équipe qui, lui, va tout retoucher. Mais ça, c'est un travail encore plus titanesque qu'il faut vraiment vouloir faire pour pouvoir tenir. Dans la plupart des cas, on est dans cette logique, effectivement, donc d'une oscillation de la qualité. Alors effectivement, plus la série avance dans le temps, plus peut-être ils ont été débordés. Il faut comprendre aussi que c'est leur première expérience de série sur cette envergure-là. 39 épisodes, c'est pas rien. Ils avaient une Bible un petit peu complexe, un petit peu retouchée ici de là. Ça, oui. Enfin bon, c'est vraiment c'est se retrouver propulsé dans le grand bain. Là où même quelqu'un comme Miyazaki, effectivement, sur une série comme Conan avec une envergure moindre, avec 26 épisodes, il a eu aussi des difficultés, il s'en est sorti, effectivement, il y a eu un certain nombre de gens qui sont venus l'aider, mais c'est un défi sans précédent, je pense, dans le parcours de ce groupe esthétique-là, de cette génération-là, très, très solidaire,
très complices et qui continuent à travailler. Je veux dire, on les retrouve, ils sont tous là hein, dans les remakes d'Evangelion. Que ce soit Maeda, que ce soit évidemment Sadamoto, que ce soit Higuchi aussi. Enfin, ils sont voilà. Sayuki, Il y a vraiment, oui, exactement. Ils sont voilà. Donc c'est intéressant de voir comment il y a un pool de talents. Ils sont une équipe vraiment consistante. Ils l'ont montré avec Onamis, etc. Et malgré ça, l'ampleur de la tâche, l'ampleur du défi fait que, d'une certaine manière, il n'y a pas moyen d'en sortir gagnant. Le seul moyen, c'est ensuite éventuellement de faire des retouches après la diffusion, c'est ce qui se fait maintenant beaucoup, et que je crois Sadamoto a fait aussi sur Nadia a C'est ce que posteriori. expliqué Cyril sur la restauration, qu'il avait eu des cellos qui avaient été oubliés durant la production, ce genre de Le trucs. plan pas terminé. Bah oui, mais ça, c'est quand on travaille à un rythme hebdomadaire, c'est difficile de faire le. Puis 39 épisodes, faut les sentir, les 39 semaines d'affilée. Ouais, Bon. c'est 3 trimestres Mm. de diffusion. Eh bien, ceci étant vu, on va maintenant regarder l'épisode 22, l'épisode charnière. On en reparle juste après. Voilà, cet épisode 22, charnière pour tout un tas de raisons. Charnière parce que c'est la séparation des enfants et de l'équipage du Nautilus lui-même, la trahison d'Electra, la découverte du lien de parenté entre Nadia et Nemo. Quand même un petit air, on aurait pu s'en douter. Oui. Et Beaucoup de révélations quand même. beaucoup de révélations. Et on est un petit peu à la moitié de la série, épisode 22 sur 39, et on choisit de casser tout ce qui a été construit sur la première moitié pour lancer une deuxième moitié un petit peu plus tendue, avec une petite note de désespoir. On part on part pas gagnant là au niveau de l'équipe. C'est quelque chose qu'on peut retrouver après dans des jeux vidéo notamment. Ouais, c'est vrai. Enfin, il y a cette idée du retournement, de la rupture. Oui, les jeux vidéo au Japon ont usé et abusé de ce type de situation, je crois. Entre autres, hein, mais là, il y a vraiment. C'est construit d'une manière très classique, c'est-à-dire qu'il y a c'est très efficace, il y a vraiment un impact très net, hein, ces deux épisodes, ça c'est tout à fait clair. Au sein de la série, il y a vraiment, c'est le pivot de la dramaturgie. Après, on est vraiment dans des schémas classiques, effectivement. La production de cette série par la NHK, il ne s'agissait pas de proposer quelque chose d'avant-gardiste, il ne s'agissait pas de proposer non plus, c'est pas sur la NHK qu'ils auraient produit Evangelion, mais ça fonctionne très bien, on voit à quoi ça fait référence, je pense, ça s'inscrit dans des modèles qui sont vraiment bien établis, Un petit peu dans éprouvés. l'Empire contre-attaque de Nadia. C'est un peu ça. On peut vraiment, mais d'ailleurs l'Empire contre-attaque qui n'avait rien inventé non plus, je veux dire, voilà, on est vraiment dans des schémas plus que établis, voilà, bien rodés, et donc l'effet joue à plein, et c'est vrai que On est un petit peu désemparé là à la fin avec la musique, la guitare. Voilà. Ah bah en fait c'était comme ça. On est malin maintenant. Et voilà. Et la suite au prochain épisode. D'accord. et là on retrouve un effet typique, c'est dans ces moments-là que la production animée japonaise de télévision trouve sa grande force, c'est celle du feuilleton, celle de l'impact, on se dit voilà, la semaine prochaine, comme lorsqu'on arrive au bout de l'épisode, quand on lit son roman feuilleton et qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, on est accroché. À suivre maintenant. Exactement, Ah. et ça c'est quelque chose que nous on a perdu dans la production à la fois animée, dans le roman feuilleton parce qu'on n'a plus de roman feuilleton du tout, alors que là-bas ça continue, etc., dans la bande dessinée, tout ça c'est Oui, oui. cet effet fleuve avec l'art d'accrocher le lecteur ou le spectateur, avec une manière effectivement d'ouvrir chaque épisode de manière très large qui permet à ceux qui entrent en cours de route de découvrir, d'avoir les résumés des épisodes précédents et de rentrer dans le récit, dans le drame, et en même temps effectivement de les accrocher, de ne plus les lâcher et de les Il y a fidéliser pour la suite. effectivement des grandes forces dans la narration continue, à l'opposé de la rediffusion à volo et des scénarios autocontenus que réclament les chaînes de télé de nos jours. Et nous, on ferait des séries, voilà, il y aurait du scénar, et sur la durée. Ouais. Ça serait bien. Tu voudrais créer une sorte d'école no life, quoi. Une nouvelle génération, c'est-à-dire comment dirais-je, une production dans la mouvance, dans le prolongement de ce qu'a ouvert Gainax, qui lui-même effectivement s'inscrivait dans le prolongement de. Là, il y a un effet intéressant puisque effectivement on passe d'une génération à l'autre. Alors on sait, vous l'avez abordé, je pense que ce projet avait été d'abord un projet effectivement conçu par Miyazaki, Tout à fait. qui n'a pas vu le jour, que ensuite évidemment les gens de la Gainax dont un certain nombre ont des liens avec Miyazaki, hein, je veux dire Anno, Maeda ont été animateurs pour Miyazaki notamment, et se sont retrouvés du coup à accommoder à leur sauce quelque chose qui
à la base avait quand même une assez forte patte, une identité quand même qui subsiste d'ailleurs en partie. Il en reste un certain nombre de choses, hein, je pense dans la veine la plus classique justement. Miyazaki a été justement un de ceux qui a beaucoup voulu travailler effectivement sur des récits classiques, sur Jules Verne, sur le récit d'aventure de la littérature pour enfants, ces récits canoniques. Ce qui se perd ensuite, c'est-à-dire que là, je trouve que c'est intéressant d'avoir effectivement un groupe de passionnés, un groupe comme ça de esthétique comme celui donc qui est devenu Gainax, avec ces jeunes qui venaient de l'ouest du Japon et qui arrivent donc à Tokyo pour faire leur preuve, voilà, et relever tous les défis. C'est intéressant de voir de quelle manière eux se sont confrontés à ce classicisme-là. Parce que, évidemment, dans cette série, il y a plein de choses que Miyazaki n'aura jamais fait de cette manière-là, c'est évident. Je ne sais pas ce que lui a pu penser de voir ces Gugus-là faire leur sauce. Ces Gugus-là qu'il connaît, qu'il a suivi un petit peu. Miyazaki était très appréciateur, notamment de Oneamis, par exemple. Il a été tout à fait élogieux de ce travail-là. Donc il y a ce travail pour le cinéma, il y a ensuite cette excursion dans la science-fiction qui est par définition un des domaines que la génération Miyazaki a laissé de côté un petit peu. Ce groupe-là, le groupe esthétique autour de Miyazaki, Takahata, a laissé la science-fiction un peu systématiquement de côté. Donc eux, c'est évidemment pour les fans qui ont grandi dans les années 70 et qui ont été nourris à la science-fiction animée. Évidemment, il y a quelque chose de propre dont ils peuvent s'emparer. C'est quelque chose qui les a rassemblés, quoi. Bien sûr. Les Daikon à Osaka, c'était les conventions de science-fiction, c'était Star Wars, c'était tout ça. Et puis c'est ce qui fait qu'ensuite ils vont continuer à creuser sur là. Donc après Gunbuster, il y a donc une série comme Evangelion là qui ne peut être faite que par ce groupe-là, vraiment, c'est tout à fait clair. Mais là, ils sont entre les deux. Ils sont dans cette espèce de rivalité indite. Ils se retrouvent contraints et forcés d'être mis en parallèle. C'est pas du tout ce qu'ils auraient souhaité, ça, très clairement, mais ils n'ont pas le choix, ils se retrouvent. Et donc, il y a la réception de la série, on voit bien comment Nadia, je pense, c'est un des titres phares ou pivots de cette nouvelle génération qui a démarré. Donc, il y a eu Animage à partir de 1978 qui a œuvré pour la reconnaissance de l'animation et qui a mis en avant les Yamato, les Gundam, pour se stabiliser, se cristalliser autour de Miyazaki, choisir Miyazaki, renoncer aux autres auteurs qu'ils avaient trouvé pour tout miser sur Miyazaki. Et puis à partir de 1985, il y a New Type, qui est une sorte de pendant, donc là aussi de... Donc là, on parle des magazines dédiés à l'animation japonaise au Japon. Voilà, New Type, donc il reprend un terme donc forgé par Tomino dans l'univers de Gundam, et donc là qui s'engouffre en plein dans Gundam, c'est-à-dire qu'il récupère Tomino qui a été de certaine manière laissé sur le côté de la route par la rédaction d'Animage, et eux vont se lancer. Eux vont récupérer finalement le travail qui a été fait. La SF, c'est nous, et c'est voilà, parti. Exactement. Et on voit bien comment cet équilibre-là, aujourd'hui encore, le groupe Kadokawa qui édite New Type et qui édite tout un tas d'autres choses, Gundam, etc., lui a trouvé la manière de prospérer sur la génération d'après. Le classicisme qui était en jeu dans la revue Animage va trouver assez rapidement un terme à la fin des années 80, justement précisément au moment où Nadia va être diffusée en 90. Et donc il y a une sorte de passage de relais qui n'est volontaire ni d'un côté ni de l'autre. D'autant plus que donc Animage, c'est une revue qui est célèbre pour organiser un classement des personnages favoris des lecteurs chaque mois. Et il se trouve que Naoshika était première du classement pendant des années et des années et des années, indétrônable, jusqu'à Nadia. Oui. Nadia qui lui ravit la première place. Et là, c'est un peu le choc. Oui. あれ嬉しかったですね。つまりなんでかっていうとアニメージュのキャラクター女性キャラクター部門っていうのはナディアがトップを取るまではずーっとナウシカが毎年1位取ってたんですね。それが初めてナディアがひっくり返したので、なんか僕ら自身もナディアというキャラクターはナウシカに対する返礼というか、そんな都合のいい女の子いないよ、こうじゃんっていう、その宮崎駿が好きな女の子に対して僕らが好きな女の子っていう対抗意識で作ったキャラだったので、めちゃくちゃ嬉しくてやったーって盛り上がりました。Et voilà. Oui, mais bon, ça c'est une question qui est vraiment de l'ordre de l'écho, enfin de la manière dont les choses sont reçues et reviennent. Simplement, comment dire, c'est très peu étonnant, parce que effectivement, si on compare la fiction qu'est Nausicaa et la manière de fiction qu'est Nadia, on est clairement dans deux styles différents. Nausicaa, c'est la révélation de Miyazaki en tant qu'auteur, donc il fait sa BD, il est à fond dans son univers à lui.
il n'est pas dans l'idée de produire pour une BD pour être adaptée ou pour faire plaisir au lecteur. Là, on est dans l'idée qu'il faut faire plaisir au spectateur. On est dans une manière de service rendu, service audiovisuel rendu envers le fandom. Alors, c'est pas encore ce que ça deviendra par la suite, mais on est clairement dans tout est pensé de manière effectivement, à satisfaire des attentes ou des aspirations, qu'elles soient conscientes ou pas, du spectateur. Et toute l'animation, comment dirais-je, de ce groupe-là, je pense, répond à ces caractéristiques-là. C'est-à-dire qu'ils font les choses qu'ils auraient envie de voir, et en même temps, c'était le cas de la génération d'avant, mais la génération d'avant était plus dans un rapport distancié. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de penser aussi à un regard extérieur. La Gainax, ils sont dans un regard intérieur tourné vers eux-mêmes, et ça leur suffit. Et c'est ce qui fait que ils peuvent refaire et refaire des trucs comme Evangelion, effectivement. C'est intéressant de voir comment les choses évoluent, mais en même temps, on voit aussi tout ce qui n'évolue pas en termes d'univers. Et c'est, je pense qu'à partir de ce moment-là, la production de dessins animés japonaise entre dans une forme de repli sur elle-même, de repli sur soi, en termes de conscience. En termes de... Oui, peut-être. Je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, là, clairement, le Japon entre dans une direction qui est spécifique, qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la production animée mondiale, et qui peut-être nous pend au nez parce que effectivement, on voit quel impact ça peut avoir, un impact considérable. On répond à des attentes. Effectivement, moi, typiquement, et on va encore me dire que j'insiste un peu trop, mais un réalisateur comme Hosoda, par exemple, il est complètement dans cette logique-là. Il est dans la logique de faire plaisir au spectateur. Il faut absolument que ce soit plaisant, il faut que le spectateur trouve son plaisir. Et en permanence, il faut plus de plaisir. Plus de plaisir pour le spectateur, c'est son leitmotiv, c'est la phrase clé qui est sortie tous les jours, et c'est ce qu'on voit dans la matière même de l'animation. La matière même de la construction, de l'enchaînement des plans, du montage, avec des motifs typiques, là aussi, qui sont bien connus, qui ont un impact bien connu, et qui, d'une certaine manière, je suis pas sûr qu'ils respectent totalement l'intégrité du spectateur. Voilà. Ah bon. D'accord. Mais bon, ça nous entraînerait trop loin. D'accord. Et juste parce que tu connais très bien le travail de Monsieur Miyazaki, donc tu n'as pas eu incidence, donc retour sur la perception par rapport au Shadow dans le ciel de Laputa, de Nadia, les éléments similaires repris, la jeune fille, la pierre bleue, un petit peu de science-fiction quand même, oui. dans Laputa. Oui. Un petit peu, mais Miyazaki est un lecteur de science-fiction, mais c'est l'âge d'or des années 40, c'est Asimov, etc. C'est des choses qui sont, il n'est pas conditionné par les histoires de robots, par exemple. Hein, si vous voyez ce que je veux dire, ou les histoires de vaisseaux spatiaux ou de géopolitique déguisée. Donc tout ça pour dire que non, moi j'ai pas connaissance d'un retour de Miyazaki sur Nadia spécifiquement, parce que ce qui se passe, c'est que Nadia c'est les années 90, c'est 1990. Il y a un rapport entre Miyazaki et Arnaud qui est régulier, et puis en même temps il y a des périodes où finalement ils se perdent un petit peu de vue. Et là typiquement c'est le cas, c'est-à-dire que quand Miyazaki aurait été en situation de commenter, donc il travaille sur la production de Souvenir Goutte à Goutte, ensuite il réalise Porco Rosso. Il est parti dans une autre direction en fait. D'accord. Et à mon avis, c'est pas un hasard si on ne trouve pas de notation de sa part sur le sujet. Il avait été très très critique sur d'autres productions qui étaient, je pense que ça devait être Project Echo, un petit peu plus en avant, en 87. Il disait c'est un truc à ne jamais faire que de mettre une mitraillette dans les mains d'une fille en jupette marine, etc., marinière. Bon, en soi, il avait été déjà assez loin là-dessus, et je pense qu'ensuite il a choisi de ne plus s'exprimer sur ce genre de choses, et on peut le comprendre. D'accord. Voilà. Eh bien, très bien. On va regarder maintenant une émission qui a été faite exprès pour ces veillées Nadia. Il s'agit d'un rétro de magique consacré aux jeux vidéo Nadia, fait par Julien Pirou. Allez, c'est parti.
Comme tous les animés à succès, Fujigi no Umi no Nadia a fait l'objet de plusieurs adaptations en jeux vidéo. La diffusion des Veillées Nadia était l'occasion de revenir sur ces jeux dans cet épisode spécial de Retro & Magic. Un épisode qui rappellera sans doute des souvenirs à ceux qui avaient suivi les Nuits Nadia sur une autre chaîne il y a déjà quelques années. Le premier jeu vidéo Nadia sort en mars 1991 sur Mega Drive. Il s'agit d'un jeu d'aventure dans lequel on incarne le jeune Jean-Roch Lartigue depuis sa rencontre avec Nadia dans les rues de Paris jusqu'à la confrontation finale contre le maléfique Gargoyle et les légions de Néo-Atlantis. On incarne donc Jean en vue du dessus à la manière d'un RPG japonais, à la différence qu'il n'y a aucun combat dans le jeu. Il s'agira donc de parler au bon personnage ou d'utiliser le bon objet au bon moment pour progresser. D'autres personnages se joindront parfois à Jean, chacun ayant des compétences propres. Au demeurant assez oubliable et doté d'une musique totalement horripilante, Fujigi no Umi no Nadia sur Mega Drive a quand même une particularité intéressante. L'histoire n'est pas la même que dans l'animé. Il y a fort à parier que le jeu a été développé avant que la fin officielle soit totalement gravée dans le marbre. Et même si on retrouve les grandes lignes de l'intrigue, certaines scènes et révélations n'ont rien à voir avec celles de la série télé. C'est ainsi que, passées les premières heures de jeu, Jean et Nadia se retrouveront confrontés à des péripéties totalement inédites. Ils rencontreront la petite Marie sur une île peuplée d'indigènes, ou devront résoudre divers puzzles dans les ruines englouties de l'Atlantide aux côtés de Nemo et Electra. Le grand final est également très différent, et ceux qui pensaient déjà tout connaître de Nadia seront sans aucun doute très surpris par le dénouement du jeu. Un autre jeu vidéo Nadia sort également sur Famicom en 1991. Il ne s'agit pas d'un jeu d'aventure, mais d'un jeu de stratégie au tour par tour, rappelant une version simplifiée de Famicom Wars. Un camp joue les gentils du Nautilus, l'autre les méchants de Néo-Atlantis, et le but est d'exterminer le camp adverse à l'aide des capacités de chaque unité et des bonus ramassés sur le champ de bataille. Le jeu se révèle vite ennuyeux et manque cruellement d'intérêt. Notons tout de même que l'un des niveaux utilise une version chiptune de la Marseillaise en musique de fond. En mars 1992, Gainax se retrousse les manches et développe son propre jeu vidéo Nadia à destination de divers ordinateurs japonais comme le PC-98, le X68000 de Sharp ou le FM Towns. Il s'agit d'un jeu d'aventure de type visual novel où l'on contrôle Jean via un système de menu déroulant. Alors que le Nautilus se dirige vers les îles Fidji, l'équipage se retrouve empoisonné par une fausse Nadia infiltrée à bord. C'est désormais à Jean qu'il revient de tirer le submersible des griffes de Néo-Atlantis et sauver la vraie Nadia. Tout dans cette adaptation de Nadia est un régal pour le fan. Les musiques de Sagi Sushiro, revisitées sous forme chiptune avec talent, les graphismes très fins et bourrés de détails, le caractère design somptueux de Sadamoto Yoshiyuki, il sera même possible de contrôler le Nautilus lors de certains passages, même si au final ces séquences de bataille et de pilotage sont traitées sous forme de puzzle et ne sont pas une vraie simulation. Sans surprise, ce jeu est probablement la meilleure adaptation de Nadia en jeu vidéo, et on ne peut que regretter qu'elle ne soit jamais sortie en dehors du Japon. Et pour les petits fripons, il paraît que Gainax a caché quelques easter eggs dans le jeu. L'année suivante, en 1993, un nouveau jeu Nadia voit le jour, cette fois-ci sur PC Engine. Exploitant le support Super CD-ROM, il s'agit cette fois encore d'un jeu d'aventure de type visual novel. L'intrigue commence après la confrontation entre Nemo et Electra lorsque Jean, Nadia, Marie et King se retrouvent échoués sur une île mystérieuse. Après avoir retrouvé le gang de Grandis et Ayrton, le groupe des héros découvre une deuxième île encore plus mystérieuse. Et là, les fans ayant suivi la série commencent à avoir une crise d'angoisse en imaginant devoir revivre les épisodes les plus pénibles de l'animé. Heureusement, il n'en est rien, et Nadia version PC Engine propose une intrigue inédite où Nadia et Jean devront empêcher le maléfique Goblin de mettre la main sur la Noah verte. Nadia sur PC Engine est graphiquement très réussi avec de belles couleurs chatoyantes et le support CD permet à Hudson Soft de proposer des musiques de grande qualité et des voix numérisées pour les personnages. À part ça, le titre s'avère très linéaire et ne propose que peu d'interactions vraiment ludiques. A noter la présence d'un quiz sur la série en guise de mini-jeu bonus bourré de petites animations rigolotes. Même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'un jeu Nadia, les personnages de la série apparaissent dans un jeu de Mahjong où ils croisent les protagonistes de deux autres séries de Gainax, Gunbuster et Evangelion. Le jeu propose un mode histoire où l'on incarne comme toujours Jean, qui, en brave garçon qu'il est, tente de rendre Nadia heureuse en gagnant un tournoi de Mahjong. Oui, car dans cette version, Jean et Nadia vivent avec Marie et Electra dans le Japon contemporain.
Bref, c'est du fanservice, et même s'il est marrant de voir Jean interagir avec les autres personnages de Gainax, le jeu se réserve aux fans inconditionnels du studio. Nadia fait son retour sur console et PC en 2005 dans un jeu appelé Inherit the Blue Water. Il s'agit une fois de plus d'un visual novel qui reprend l'intégralité de l'histoire de la série découpée en 10 épisodes. Mais le jeu rajoute également une nouvelle intrigue secondaire tournant autour d'une jeune fille blonde appelée Sophia que Jean rencontre à Paris peu avant de faire la connaissance de Nadia. Une petite fille toute seule à Paris, elle est menacée par un très grand danger, mais heureusement veille son ami Jean, tout ça. Malgré le plaisir évident que l'on a à retrouver toute la bande du Nautilus, surtout avec leur voix d'origine, il faut bien admettre qu'Inherit the Blue Water est très décevant. Le jeu est extrêmement linéaire, les interactions se limitent à quelques choix lors des dialogues, et les nouveaux personnages avec leur character design tendance moe irritent plus qu'autre chose. Au final, on a plus l'impression de jouer à une sorte de dating sim dans l'univers de Nadia, et c'est bien dommage. Notons toutefois que le jeu propose plusieurs fins différentes, certaines assez déconcertantes, où l'on verra par exemple Jean épouser Marie. Oui. Ainsi s'achève ce petit tour des jeux vidéo mettant en scène Nadia des mers mystérieuses. À l'exception du jeu sur ordinateur sorti en 1992, il faut bien admettre que cette formidable série qu'est Fujigi no Umi no Nadia n'a à ce jour pas eu l'adaptation en jeu vidéo qu'elle mérite. Voilà, c'était le Rétro Magique consacré au jeu de Nadia. Julien, tu nous as rejoint, tu es l'auteur de ce Rétro Magique. Quel a été ton jeu préféré parmi ceux que tu as là découvert? Alors, comme on a pu le voir d'ailleurs dans l'émission, le jeu sorti sur PC 98 est vraiment celui qui est le plus soigné. On voit que c'est Gainax qui l'a fait directement. Au niveau des visuels, des musiques, moi je regrette de ne pas lire le japonais parce que j'aurais aimé pouvoir aller plus loin dans le jeu et j'ai assez vite été bloqué par la barrière de la langue. Mais en tout cas, ouais, c'est celui qui vraiment donne envie. J'avais quand même fait il y a longtemps, à l'époque, après l'avoir vu dans un certain mémoire vive pendant une certaine nuit, j'avais fait le jeu sur Mega Drive que j'avais en fait fini, mais vraiment en force brute, comme un hacker, en appuyant sur tous les boutons et au bout d'un moment je sais ça passe. Et donc, c'est pour ça que j'ai pu parler un petit peu de l'évolution du scénar, puisque effectivement le jeu ne suit pas du tout, mais alors pas du tout la trame de l'animé dans la dernière partie, ça part totalement en live. Voilà. Les adaptations d'animé, c'est toujours un petit peu délicat. Moi, j'ai une petite faiblesse particulière pour le jeu PC Engine, mais juste pour l'intro, parce que, comme tous les possesseurs de PC Engine, on aimait bien les jolies intros, n'est-ce pas, tirées d'animé. Mais bon, voilà. Et au niveau du PC 98, donc la plateforme par excellence du PC japonais, c'est une sacrée bestiole. Donc comment on fait là? Tu as utilisé un émulateur? Alors oui, c'est un émulateur. C'est un petit peu complexe. Là, j'ai pu suivre heureusement les bons conseils de Cyril Lambin qui s'était prêté à cet exercice à l'époque et qui du coup m'a pu me recommander les bons émulateurs qui vont bien. Voilà. Et maintenant que je connais tout ça, ma mission personnelle, c'est de mettre la main sur le jeu Captain Harlock PC 98, très rare, parce que maintenant, j'ai envie de l'essayer. Un jour, dans un futur Rétro Magique. Bon, le défi est lancé. Et alors, maintenant, dans la soirée, on va entamer une partie de Nadia qui est un petit peu particulière. Ça s'appelle les épisodes de l'île. Donc, voilà, Jean et Nadia vont se retrouver sur une île. Et c'est une partie qui est beaucoup plus faible. On a vu Monsieur Okada qui nous en parlait tout à l'heure. Et là, en fait, en organisant ces veillées Nadia, on s'est dit qu'on allait vous faire une fleur. Voilà, vous pouvez considérer que la soirée, là, est terminée. À partir de maintenant, il ne va plus y avoir de bonus, d'interviews, de plateaux, de rien de spécial. Vous pouvez s'enregistrer si vous enregistrez pour regarder plus tard, ou tout simplement aller vous coucher. Ou regardez si vous voulez, mais bon, c'est les épisodes de l'île. Et alors, allez lire L'île mystérieuse de Jules Verne, parce que c'est censé s'en inspirer, sauf que le roman est beaucoup mieux. Voilà, donc vous pouvez aller vous coucher si vous voulez. Vous inquiétez pas pour le scénario, hein, il se passe pas grand chose sur l'île. Et puis, de toute façon, on vous briefera la semaine prochaine. Donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et la fin de Nadia. Et c'est là que, voilà. Bon, c'était les épisodes de l'île. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut.